Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui va essayer de savoir dans cette nouvelle vidéo d'introduction comment appréhender une histoire de la médecine, c'est-à-dire quelle histoire de la médecine raconter. On peut en effet aborder l'histoire de la médecine de plusieurs manières et autant d'écueils. On pourrait proposer une histoire biographique, une sorte de vie des saints médicaux, des gloires de la médecine, une visite guidée du panthéon de l'art de guérir. Cette histoire hagiographique serait forcément fractionnée, incomplète, partisane et ennuyeuse par son côté catalogue. Nous pourrions envisager également une histoire par pathologie, la peste, la variole, le cancer, le corps au pied, ou une histoire des principaux symptômes et de leur évolution, histoire de la fièvre, de la diarrhée, etc. Cela entraînerait un risque de redite, mais aussi d'oubli. Nous pourrions faire une histoire par pays. Cela ouvre la voie au chauvinisme, la médecine française étant bien sûr nettement meilleure et bien plus évoluée que celle des autres pays arriérés d'Europe ou d'ailleurs. Une histoire par spécialité clinique ou technique serait forcément incomplète, celle par école de pensée ou institution forcément partisane. Une histoire descriptive, avec une évocation des découvertes et des théories, risquerait d'être ennuyeuse. Une description des pratiques professionnelles, des politiques sanitaires ou une histoire des malades relève, on l'a vu, davantage d'une étude sociale que médicale. Une histoire narrative, enfin, risquerait de tomber dans l'anecdotique, spécialité bien française derrière Augustin Cabanès, auquel nous consacrerons d'ailleurs une vidéo. Cette approche est plaisante, accrocheuse, parfaite pour une chaîne YouTube de vulgarisation, mais elle prend le risque de ne pas toujours être très scientifique et souvent trompeuse. Le piège de cette médecine anecdotique, c'est que les historiettes ne font pas l'histoire. Histomed va donc vous proposer une approche qui reprend un peu chacune de ces histoires de la médecine, en essayant de respecter les principes mis en avant par l'historien allemand de la médecine Lichtenthaler que nous avons déjà cité. Rester synthétique et faire preuve d'objectivité. Le caractère synthétique est assuré par le système de questions-réponses et par la durée volontairement courte des vidéos, 6 à 20 minutes. Mais être synthétique impose des choix, sans nous limiter à ce qui a une résonance spirituelle, pour reprendre l'expression de Lichtenthaler, pas de date, pas de nom, pas d'œuvre, nous allons essayer de garder ce qui nous paraît le plus important, d'insister sur le caractère distinctif des époques et ce qui les relie. Ainsi, on ne peut pas parler de la vaccination de Jenner, en 1796, sans parler de la variolisation. D'où l'adoption d'une histoire chronologique, qui permet de comprendre l'enchaînement qui a donné telle ou telle découverte. Le second critère est l'objectivité. Cette recherche d'objectivité est un exercice périlleux dans tous les domaines de l'histoire, mais particulièrement en médecine, dont l'étude a traversé une période littératuro-philosophique, et notamment en France entre 1700 et 1800, comme nous l'avons vu. L'objectivité historique, c'est l'opposition entre des faits indiscutables et l'interprétation de ces faits, parfois sujets à discussion et donc à erreur. En fait, peu de faits sont indiscutables, il s'agit souvent d'une interprétation. Et les exemples sont nombreux en médecine. Il est un fait que la Fabrica de Vesale a été publiée en 1543, mais c'est une interprétation d'en faire la naissance de l'anatomie moderne. Que le De Motu Cordis ait été écrit par Harvey est un fait, en faire le plus grand livre de physiologie du XVIIe siècle est une interprétation. Le besoin d'expliquer impose souvent de juger, source d'écueils. Un premier écueil serait de multiplier les faits authentiques, ce qui ne fait pas une histoire vraie. On peut omettre, volontairement ou non, des événements importants qui modifient tout l'édifice. On peut les agencer différemment, ce qui change parfois leur signification. On peut les retirer de leur contexte. Le second serait de juger avec nos idées actuelles. Il faut analyser chaque période de l'histoire selon les progrès et les conceptions de l'époque, en se mettant dans la peau du médecin, mais aussi du malade de cette époque. Son éducation, ses habitudes, sa religion, ses influences. C'est le défaut actuel, même chez les historiens, de juger les faits passés avec une vision moderne. Cela s'appelle du révisionnisme et aboutit à débaptiser des rues au nom d'une morale du moment faisant fi des réalités du passé. Synthétique, chronologique et objective. Mais une histoire moderne de la médecine, même si elle a pour but la vulgarisation, doit-elle être une histoire scientifique, qui peut être alors iatrocentrique ou biocentrique, historique, étant alors sociologique ou philologique, ou philosophique? L'approche scientifique iatrocentrique est faite par et pour les médecins. Elle s'intéresse plus volontiers à la clinique. La Société française d'histoire de la médecine est le principal vecteur de ce courant en France. L'approche scientifique biocentrique
étudie les idées scientifiques autour de l'anatomie, de la physiologie ou de la biologie. Cette vision pèche par son triomphalisme. Le présent vaut mieux que le passé, raison pour laquelle ce courant est également appelé présentisme. Le contextualisme, thèse selon laquelle les attributions de la connaissance peuvent changer de valeur de vérité d'un contexte de conservation à l'autre, s'oppose à cette vision en recommandant d'oublier le présent pour étudier le passé. Cela donne une vision des matériaux de l'histoire, mais ce n'est pas l'histoire elle-même. Pour Bloch, dans Apologie pour l'histoire, l'incompréhension du présent naît fatalement de l'ignorance du passé, mais il n'est pas peut-être moins vain de s'épuiser à comprendre le passé si l'on ne sait rien du présent. L'intérêt des études historiques vient justement du fait que les progrès du présent, dans les techniques comme dans les idées, permettent de nouvelles approches, une nouvelle vision de l'histoire. Mais méfiance, attention au risque de déformation de l'histoire, regardée dans le prisme du présent et d'anachronisme. On risque d'encenser une découverte ou un courant de pensée à la lueur de nos connaissances actuelles, alors que cette découverte était finalement peu importante pour son époque. Et inversement, à l'exemple de la théorie de l'inflammation de Broussais, complètement dénigrée par les historiens de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, alors que l'efficacité des anti-inflammatoires non stéroïdiens prouve sa justesse, même si Broussais s'était effectivement un peu fourvoyé en attribuant l'inflammation à la pathologie digestive seule. L'approche sociologique est à la mode. Elle s'intéresse à la santé publique, à l'histoire de la médecine dans certains pays, comparée à d'autres, et montre un intérêt particulier pour la psychiatrie. Volontiers inspiré du marxisme à partir du milieu du XXe siècle, avec tout ce que cela implique comme déviance propagandiste, avec l'exemple de l'apologie de la médecine cubaine ou celle de l'Allemagne de l'Est, cette approche historique-sociologique aboutit au constructivisme qui résume tout au contexte social. On risque de tomber dans une histoire de la médecine sans médecine. Une histoire philologique s'inscrit dans la lutte contre les anachronismes, un peu comme le conseiller scientifique d'une série télévisée. Mais l'opposition entre une approche sociologique dite externe et l'histoire des théories, des concepts, des découvertes indépendantes du milieu social, dite interne, est une division artificielle et donc stérile. Enfin, une approche historique philosophique ramène tout, comme son nom l'indique, à la philosophie. Toutes les idées, les théories scientifiques naissent d'une autre théorie et la philosophie est à l'origine de toutes. Cela aboutit à une grande diversité dans les manuels d'histoire de la médecine et dans son approche, mais celle-ci est limitée et dangereuse. Ainsi, les historiens du XIXe siècle, époque où l'Europe industrielle et l'Occident dominaient le monde, ont analysé scientifiquement avec une philosophie anachronique la médecine du passé. Les faits étaient justes, leur interprétation parfois fausse ou du moins subjective. On revient aujourd'hui à plus d'objectivité, à plus d'ouverture, avec une histoire de la médecine intégrée dans une grande histoire des idées, à l'exemple du remarquable ouvrage de Philippe Eckert-Weiler, dont on ne peut que conseiller la lecture, Histoire de la médecine, des malades, des médecins, des soins et de l'éthique biomédicale, paru en 2010. Il faut aussi pour cela concevoir une histoire verticale, c'est-à-dire chronologique, mais aussi horizontale. L'histoire de la médecine est en effet indissociable du progrès des autres sciences. C'est la raison pour laquelle Histomed vous conseille également la lecture du livre de Baudet, Histoire de la biologie et de la médecine. Mais aussi l'histoire de la médecine est indissociable du contexte politique, religieux, militaire, artistique, littéraire, ce qui fait, je vous l'accorde, beaucoup de livres à lire. Enfin, dernier impératif, il faut commencer une histoire à son début. Mais à propos, quand est née la médecine? Vous le saurez en regardant Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.